Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous dominical. Ce rendez-vous qui nous permet de parler encore de notre pays, de l'actualité de notre pays, des problèmes qui minent notre pays et de contribuer aussi, bonjour Célestine, j'espère que tu vas bien, et de contribuer aussi à les résoudre tant soit peu pour soulager les peines de nos frères et sœurs Si vous n'avez pas le son, il faut voir votre téléphone. Mais à mon niveau, le son est bon. Le son est bon. Je pense que j'ai bonne mine ce matin. Aujourd'hui plutôt. Alors, je voudrais commencer le live de ce dimanche en revenant sur un point que j'avais déjà soulevé avant-hier, notamment l'injonction qui a été donnée à nos frères qui ont obtenu des autorisations de la mairie Golfe 1 et qui ont mis leur fonds de commerce soit à la plage, soit au bord de la lagune. Ceux qui sont du côté de la lagune, on est en train de les déguerpir. Ceux qui sont du côté de la plage, on leur a donné, je crois, une injonction jusqu'au 15, donc aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la dernière fois, je disais que il faut quand même voir le côté humain de la chose. Il ne faut pas renvoyer des gens comme si c'était des va-nu-pieds qui sont venus s'installer de façon illégale sur un domaine. Il faut trouver une solution. Et j'espère que ceux qui sont en train de démolir les petits business de nos compatriotes ont véritablement des projets d'aménagement autour de la plage et autour de la lagune. Parce qu'il y a de cela 3 ans, on a vu, au niveau de Djidjolé, à l'entrée de Djidjolé, là où il y a les rails, on a dégagé des gens avaient leur business, on a dégagé des gens, on a dit qu'on a des projets. Et depuis 3 ans, il n'y a pratiquement rien eu là-bas. On est venu verser du sable, on a mis des graviers. Et puis après, quand on a dégagé les conteneurs des gens, quand on a chassé les gens qui avaient dépensé de l'argent pour mettre leur business là-bas, il ne s'est plus rien passé. Et jusqu'à ce jour, je pense que cet endroit est toujours inoccupé et c'est les gens qui vont faire les caca, les besoins à cet endroit. Et j'espère que ce n'est pas des choses comme ça que les gens sont en train de faire. Ce n'est pas des choses comme ça que les gens sont en train de faire. Et j'espère qu'il y a véritablement de vrais projets qui sont derrière et qu'on n'est pas en train de démolir le petit business des Togolais pour rien. Et j'espère aussi qu'on n'est pas en train de chasser les Togolais pour remettre ces endroits-là à des étrangers. Donc, je voulais entamer le live de ce jour par ce sujet-là qui me tenait à cœur. Bon. Ensuite, merci beaucoup Isidore. Ensuite, il y a une de nos sœurs qui m'a dit qu'au niveau de Zanguera, je pense que l'éternel problème de la société qui n'arrive pas à desservir les localités, la périphérie de Lomé, il y a une de nos sœurs qui m'a écrit, qui a dit au niveau de Zanguera, Sangrame, je pense qu'il y a un quartier comme ça du côté de Zanguera, elles sont branchées à l'araignée et cela impacte sérieusement leurs activités parce que certains sont dans la vente des glaçons, dans des produits congelés. Et vous savez que quand vous êtes avec l'araignée, c'est du courant un peu alternatif. Ça bug parfois. Et généralement, vous avez vos factures qui sont très élevées, mais à la fin, vous n'avez pas de courant. Et j'espère qu'au niveau de la société, on prendra toutes les mesures pour que les localités où le courant électrique n'est pas encore arrivé, on puisse vraiment déployer le matériel pour que les gens aient qui leur permet d'avoir accès à l'essentiel. Donc, cette dame parlait de Sangrame. Sangrame, c'est à Zanguera, je pense bien. Donc, j'ai voulu interpeller les gens de la société. Voilà. Ensuite, je voulais
placer rapidement un mot aussi sur le volume est trop bas. Le volume est bon, hein. On me dit que le volume est bon. Celui qui le reçoit trop bas, il peut réajuster son téléphone. Sinon, à mon niveau, le volume est bon. Il faut réajuster le téléphone. D'accord. Il y a cela quelques jours, nous avons vécu ensemble un certain nombre de faits qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler et d'interpeller aussi nos dirigeants sur les arrestations arbitraires. On a le sentiment que la 5e République, elle sera vraiment une république radieuse, elle sera très bonne et qu'on risque d'avoir des gens remplis dans les prisons. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et qui est très inquiétant dans notre pays, dès que vous dénoncez un fait ou vous portez un fait à l'attention des autorités, on vous arrête. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de l'eau dans mon village, nos mamans souffrent, nos papas souffrent, il n'y a pas de l'eau, l'eau c'est la vie. On le prend, on le jette en prison ou bien on le garde à la gendarmerie et il faut une levée de bouclier pour le relâcher. Il y a des gens qui ont écrit des poèmes qui sont en prison. Juste parce qu'ils ont dit « fais ma part », ils sont en prison. Il y a des gens parce qu'ils sont des épouses ou de la famille de quelqu'un qu'on recherche et qui malheureusement est décédé, je parle de la famille Agba, ils sont en prison. Depuis bientôt 1 an, ils sont en prison. Sans aucune suite judiciaire, personne ne sait ce qui se passe, ils sont en prison. La dernière fois, c'est un élu local à Sokodé qui a évoqué un problème de terre qui oppose 2 communautés en attirant respectueusement d'ailleurs l'attention du président de la République. Il écrit une lettre au président de la République, mais ensuite il fait une vidéo et il supplie le président de la République de se saisir de ce problème qui oppose 2 communautés et qui risque de mettre à mal le vivre ensemble. On le convoque à la préfecture, le préfet le remet à la gendarmerie, on le garde. Et il faut que des gens se mobilisent pour qu'ils retrouvent la liberté. Mais ceux qui gouvernent le Togo, leur responsabilité, leur mission, c'est de régler les problèmes. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui soulèvent les problèmes. Leur mission, c'est de régler les problèmes. C'est eux qui ont décidé d'être des gouvernants. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui êtes en ligne. C'est Faure Gnassingbé et ses amis qui ont décidé de gouverner le Togo. Mais si vous êtes là pour gouverner le Togo, votre mission, c'est de régler les problèmes. Ce n'est pas de les fuir. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui soulèvent les problèmes. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui mettent les problèmes sur la place publique. Ce monsieur qu'on a arrêté, qu'on a relâché, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a dit de mal dans sa vidéo pour qu'on puisse l'arrêter et lui coller 3 chefs d'accusation en disant incitation à la haine ethnique, trouble à l'ordre public. Il n'a pas appelé à s'attaquer à qui que ce soit. Il a posé un problème, c'est un mal qui ronge la société. Et il pose le problème pour qu'on puisse trouver une solution au problème. Donc, la mission des gouvernants, ce n'est pas de l'arrêter. C'est de dire, mais il y a un problème qui est là, il y a un mal qu'un citoyen a soulevé. Comment devons-nous faire pour régler le problème? Je vous ai dit ici, dans 2 lives, que ce qu'on appelle la nation Memo Togo n'existe pas. Et ça, ce sont les effets de ce que je disais. Et j'ai ajouté que la fin du régime d'Gnassingbé, puisqu'elle a accumulé plus de 58 ans d'injustice, elle risque d'être explosive si on ne prend pas toutes les mesures pour régler certains problèmes dès maintenant. Des problèmes partout, des problèmes de chefferie, des problèmes de terre, des problèmes de je ne sais quoi, il y a des problèmes partout. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut régler ces problèmes-là. La mission d'un État, c'est de prendre les problèmes à bras le corps, ne serait-ce que mettre en place une commission pour commencer par réfléchir sur ces problèmes-là qui vont mettre à mal le vivre ensemble, l'unité du pays. Parce que ces problèmes, vous les voyez comme des problèmes mineurs, mais c'est des problèmes compliqués. C'est des choses assez complexes qui vont rebondir demain et qui vont opposer des communautés et qui vont aboutir à des drames incroyables. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des commissions pour régler les problèmes. Nous sommes tous citoyens d'un même territoire.
Si à un moment de l'histoire de notre pays, certains ont été amenés à quitter leur région pour s'installer dans d'autres régions, il faut trouver des moyens pour préserver l'harmonie entre ceux qui étaient là et ceux qui sont arrivés, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est pas en arrêtant les gens qui posent les problèmes que vous allez régler le problème. C'est en prenant le problème à bas le corps, en crevant l'abcès, que vous allez régler le problème. De toutes les façons, le problème, il est là. Si vous ne le réglez pas, tôt ou tard, ça va rebondir. Et ça va rebondir dramatiquement. Et ça va rebondir dramatiquement. Donc, on ne peut pas utiliser les arrestations systématiques pour étouffer les gens qui posent des problèmes, qui minent la République, qui minent la nation. On ne peut pas régler ces problèmes par la force. Donc, les citoyens ont le droit d'évoquer des problèmes sur la place publique. Mais il revient aux autorités de régler le problème. Donc, j'espère que après la libération de ce monsieur Aïva, les gens vont commencer par prendre conscience qu'il y a un feu. Il y a un feu qui couvre dans le pays, qui risque demain de consumer les gens si on ne l'éteint pas tout de suite. Donc j'espère que ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de diriger le Togo vont anticiper ces genres de problèmes. Et ces problèmes se posent partout. J'espère que ça va être réglé. Donc ce n'est pas en arrêter les gens qu'on règle le problème. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont été arrêtés ces derniers temps pour avoir soulevé des insuffisances, des problèmes dans leur localité. J'ai une pensée pour les prisonniers, les gens qui sont encore en prison, Madame Agba Bertin et les membres de sa famille, Jean-Paul Omolou, Affectio, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques ou qui ont été victimes d'injustice, qui sont en prison. Monsieur Charles Azumaro, c'est un membre de la grande famille qui est en prison depuis 2 ans pour quelque chose qu'il n'a pas eu à faire. Et donc tous ces gens-là, il faut que nous essayions de les porter dans notre cœur et continuons pas à plaider leur libération parce que la prison ne doit pas être aujourd'hui la norme, elle doit être l'exception. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce problème-là. Alors, j'ai publié aussi sur ma page ces derniers jours, ouais, Baba Nana et tous ces gens-là. J'ai publié ces derniers jours sur ma page quelques interpellations de nos frères policiers, nos frères qui sont dans la police et qui rencontrent aussi des difficultés, comme nous aussi les civils, et qui ont des problèmes dans leur corporation, et des problèmes de primes, des problèmes des salaires très bas, des problèmes de promotion. En tout cas, ils ont des problèmes sur leurs conditions de travail et de vie. D'ailleurs, quand vous prenez l'ensemble des commissariats au Togo, nos commissariats et nos brigades de gendarmerie sont comme des porcheries. C'est des choses, c'est des lieux de travail qui ressemblent à des porcheries. Alors que cela fait 60 ans que nous sommes indépendants, on peut véritablement construire des commissariats modernes, des brigades de gendarmerie modernes, pour que des gens qui y travaillent se sentent à l'aise pour travailler dans de bonnes conditions. Malheureusement, nos commissariats de police, rares sont ceux qui sont construits, et la plupart sont en location, sont dans des conditions assez pénibles pour les policiers. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires, des gens même qui m'ont écrit inbox pour dire que ouais, Ferdinand, il faut laisser les policiers, il faut laisser les militaires, c'est eux qui ont des armes, s'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, il faut les laisser. Si demain, tu reviens au Togo, on te dit de t'arrêter, c'est eux qui seront les premiers à venir t'arrêter, c'est eux qui t'ont traqué et tout ça. Vous savez, dans le Togo que nous voulons, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il faut plutôt être au service de tout le monde, y compris ceux qui, nous croyons à tort ou à raison, qu'ils nous oppriment. Parce que nous avons l'obligation de les amener à comprendre que le combat que nous faisons, c'est pour leur propre bien aussi. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes policiers et même des militaires qui, on envoie réprimer les gens, taper les opposants, taper les journalistes, taper les jeunes qui manifestent. Ces gens-là ne savent pas que
les conditions de vie, leur salaire qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à la conférence nationale qu'on a amélioré leur salaire, qu'on a amélioré un peu leur salaire. Ils ne le savent pas, beaucoup ne le savent pas, parce que les actes de la conférence nationale souveraine n'ont pas été divulgués partout, n'ont pas été divulgués partout. Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est avec la conférence nationale qu'on a amélioré les conditions salariales des militaires et des policiers, des gendarmes, tout ça. Qu'on a amélioré un peu leurs conditions. Parce qu'avant, ils étaient dans des situations assez difficiles. Mais pour qu'on en arrive à la conférence nationale, aille dans la rue, il a fallu que des gens fassent des barricades. Il a fallu que des jeunes dans les quartiers de Baie, quand tu viens à Kopeni, en tout cas dans tout Lomé, à Anéron, à Kpalimé, à Takpamé, à Sokode, à Mango, à Dapaon, il a fallu que, bonjour Carole, j'espère que tu vas bien, il a fallu que des jeunes meurent pour qu'on ait la conférence nationale. Et quand on a eu la conférence nationale, à cause de ces jeunes qui se sont sacrifiés, on a amélioré vos conditions de vie et de travail. Vous les policiers, vous les militaires, vous les gendarmes, on a amélioré vos conditions de vie. Même les gens qui allaient au collège militaire avant, quand ils sortaient du collège militaire, en attendant qu'on les enrôle dans l'armée officiellement, parce qu'ils sortaient du collège militaire avec le grade de soldat de deuxième classe, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas d'argent. C'est la conférence nationale qui a décidé qu'on paye à tous ceux qui sortaient du collège militaire 35 000. C'est la conférence nationale qui a décidé ça. Et donc, ce sont des jeunes qui se sont tués, qui se sont mobilisés, qui sont morts dans la rue, pour que vous, on puisse améliorer tant soit peu vos conditions de vie et de travail. Et ça, beaucoup de gens dans le corps habillé ne le savent pas. Beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas. Donc, quand les gens viennent me dire, Ferdinand, pourquoi tu parles de ces gens-là? Il faut les laisser dans leur misère. C'est eux qui nous tuent. C'est eux qui nous repriment. Mais nous avons besoin de les convertir. Nous avons besoin de leur dire, le changement que nous voulons, c'est pour le bien de tous les Togolais. Si la conférence nationale a pu améliorer, tant soit peu, vos conditions de vie et de travail, si demain on obtient un changement, on obtient une certaine alternance dans le pays, mais vos conditions vont être encore plus améliorées. Donc c'est à nous de le leur dire. Et donc, en mettant leurs problèmes sur la place publique, c'est une manière aussi de dire que ces gens-là, ils sont logés à la même enseigne que nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Seulement, ils sont instrumentalisés par leur hiérarchie pour aller poser des actes qui ne sont pas des actes que doivent poser les policiers. Et puis en plus, ce n'est pas tous les policiers qui vont dans ce genre de choses. Vous savez que dans un régime de dictature, on peut même habiller des militaires en policiers pour aller réprimer les gens. Et dans nos casernes aujourd'hui, dans certaines casernes à Lomé, il y a plusieurs, du matériel de la police qui est stocké dans plusieurs casernes aujourd'hui au Togo. Du matériel de maintien d'ordre, voilà ce que je voulais dire. Le matériel du maintien d'ordre. Dans nos casernes militaires, il y a du matériel de maintien d'ordre qui sont dans les casernes militaires avec des tenues de policiers. Et donc, quand on sent que la police n'est pas prête à les réprimer, on habille les militaires en policiers et on leur donne le matériel de maintien d'ordre et ils sortent pour réprimer. C'est ça, un régime dictatorial. C'est-à-dire on mélange tout. On mélange la police, l'armée, les militaires, tout ça. La gendarmerie. Donc dans nos casernes aujourd'hui, je parle des casernes de l'armée, il y a du matériel de police qu'on a stocké dans les casernes militaires avec les tenues de policiers. Et donc, quand il y a des manifestations d'envergure, si on ne veut pas sortir l'armée, on sort les militaires, mais on les habille en policiers pour venir réprimer les gens. Donc, notre responsabilité, c'est de dire à nos frères policiers, à nos frères militaires, que la justice que nous voulons pour tout le monde, la démocratie que nous voulons pour tout le monde, le changement que nous voulons pour tout le monde, c'est pour le bien de tous les Togolais. Ce n'est pas forcément pour les civils. Donc, moi, quand je reçois ce genre de messages, je les partage. Je les partage pour vous montrer aussi que ces gens souffrent autant que nous. Ces gens sont dans des conditions aussi difficiles autant que nous. Ces gens sont, je ne sais pas comment dire, ils sont exploités autant que nous. Donc, moi, je suis journaliste. Mon devoir, c'est de sortir tout ça.
Vous voyez? Donc, je n'ai pas à faire la différence en disant, bon, c'est des gens qui m'ont tapé hier, c'est des gens qui m'ont traqué, donc pourquoi je parle d'eux aujourd'hui? Non, j'ai besoin d'en parler pour que l'opinion sache que ces gens aussi, ils sont logés à la même enseigne que nous. Voilà pourquoi je partage ces genres de messages. Donc, je voulais faire une précision. Alors, nos amis de Simco, j'espère que tout se passe bien et que vous vendez bien les ciments. Voilà. Et je ne vous ai pas du tout oublié. Hein. J'ai appris que vous revenez petit à petit à des meilleurs sentiments. Que le DG qui était très arrogant, M. Aruna Sawadogo, aujourd'hui, quand il voit les employés, il les salue gentiment, il demande leurs nouvelles, comment tu vas, la santé, la famille. Avant, il ne faisait pas ça. J'ai vu que vous avez commencé par inviter les écoles de formation à venir visiter Simco ou pas. Mais ce que nous vous demandons, c'est de revoir votre organigramme et de mettre les Togolais dans l'organigramme de votre société, telle que la loi du Togo le dit. C'est ce qu'on vous demande. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, on sera vos trousses. Il faut donner aussi les bourses, les stages aux Togolais, aux jeunes Togolais. Il faut permettre aux gens de se syndiquer. Il faut arrêter de faire la fraude en exportant frauduleusement le dolomite que vous écrasez vers le Burkina. C'est ce qu'on vous demande. Bon, pour le moment, vous commencez pas à faire visiter votre usine par les écoles, c'est bien. Mais on attend. On vous met en observation. On attend. On attend, on verra. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur Simco. Je garde un œil sur vous. Alors, je prends les sujets en crescendo. Alors, je voudrais évoquer un sujet assez préoccupant que beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais je voulais vraiment l'évoquer avec beaucoup de préoccupations. Le sujet concerne l'Institut national d'hygiène. C'est l'endroit où on va faire toutes les analyses, on va faire des analyses évidemment, toutes les analyses, mais depuis un certain temps, il se pose un souci et je voudrais interpeller le ministre de la Santé et au-delà directement le président de la République pour qu'on puisse régler ce problème-là. C'est un problème extrêmement grave. Alors, et je pense que ce n'est pas seulement à l'Institut d'hygiène que cela se passe. Ça doit se passer aussi dans d'autres laboratoires à Lomé. Mais ce que je sais, c'est l'Institut d'hygiène. C'est là où j'ai des éléments de preuve, parce que j'ai récupéré des témoignages. Au niveau de l'Institut d'hygiène à Lomé, il y a de plus en plus de fausses analyses. Des analyses dont les résultats ne sont pas corrects. Et ça met en danger la vie des patients. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Si c'est le manque de matériel performant, si c'est des erreurs humaines, si c'est, je ne sais pas, si c'est de la négligence, mais à l'Institut national d'hygiène, la seule structure que le Togo a, c'est-à-dire l'État togolais a, pour faire des analyses, des dépistages, pour permettre aux médecins de soigner correctement des patients, si cette structure n'est pas fiable, si cette structure n'est pas gérée avec une certaine rigueur, c'est que la vie des gens est en danger. Et ce que je vais dire aujourd'hui, ça concerne les analyses pour les groupes sanguins. Les analyses sur les groupes sanguins. Il y a de plus en plus d'analyses sur les groupes sanguins que l'INH livre qui ne sont pas correctes. Il y a des gens qui sont au plus. Ils vont faire des analyses et puis on s'en sort avec B+. Vous savez ce que ça signifie? Si vous êtes au plus et que on va faire une analyse et qu'on vous sort un résultat et vous êtes B+, vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous êtes malade
et on va vous faire une transfusion sanguine. On va vous injecter du sang qui ne correspond pas au sang qui est en vous. Et vous trouvez facilement la mort. Et cela arrive de plus en plus à l'INH. Il y a des femmes, vous savez que quand les femmes sont enceintes et qu'elles sont dans la période de leur grossesse jusqu'à l'accouchement, elles ont pas mal de soucis de santé, on doit leur faire le dépistage et pendant l'accouchement, les gynécologues doivent leur injecter du sang et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, si vous interrogez certains gynécologues à Lomé, ils vont vous dire la gravité de ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si c'est un problème de réactif. Je ne sais pas si c'est des erreurs humaines. Je ne sais pas si c'est le manque de matériel. Mais toujours est-il que ça devient préoccupant. J'ai moi-même une amie qui est partie faire, en dehors des cas que j'ai écoutés, une amie qui est partie faire une analyse de groupe sanguin. Elle s'en sort avec un B+. Et elle était très intriguée par le résultat. Elle s'est inquiétée. Et quand elle a quitté le Togo pour arriver dans son pays, elle refait la même analyse et on lui sort un O+. Parce qu'elle sait qu'elle est O+. Mais à l'INH, on lui a trouvé B+. Et donc, cette dame, elle me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Et quand je regarde, j'interroge les gens, tout le monde me dit, mais parce que il y a d'abord un problème de réactifs. Je ne sais pas si on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les réactifs. On prend un réactif qu'on peut utiliser pour 5 personnes, on l'utilise pour 20 personnes. Plus vous utilisez les réactifs, plus vous affectez leur efficacité. Le même réactif que vous utilisez sur autant de personnes, ça affecte l'efficacité de l'analyse. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de réactifs, il faut que le ministre de la Santé plaide pour qu'on achète plus de réactifs, pour qu'on donne plus d'argent pour acheter des réactifs. Parce que moi, si je vais à l'INH pour faire une analyse, c'est que quand je prends une analyse à l'INH, c'est que je suis sûr de la fiabilité des résultats que j'ai reçus. Je n'ai pas à mettre en doute les résultats que je reçois de l'INH. Donc, s'il y a un problème de réactifs, il faut trouver des moyens pour avoir plus de réactifs. Ça, c'est un. Il semble qu'il y a des erreurs humaines. Les erreurs humaines, c'est quoi? C'est que ceux qui saisissent les données, parce qu'on continue de remplir les fichiers à la main, parfois ceux qui saisissent les données, au lieu d'écrire peut-être B+, le gars, comme il est habitué à O+, peut-être qu'il est venu au boulot, il a ses soucis, il met O+, et puis il passe. Donc, il y a aussi des erreurs humaines. D'où, il faut avoir du matériel performant pour faire rentrer des données, et dès qu'on te fait une analyse, tout ce qui sort de la machine, c'est que personne ne doit ajouter encore une phrase, ou bien doit signer, ou bien doit taper quelque chose sur une fiche. Donc, il faut s'équiper de matériel informatique performant pour que, dès que quelqu'un vient faire une analyse, quand on rentre ces données, la fiche qui sort est une fiche déjà inscrite par l'ordinateur qui sort tout en même temps. Ce n'est plus un individu qui peut-être ne s'est pas bien réveillé ce matin-là, il arrive au boulot, il a ses soucis à la maison, il va remplir les données et il remplit des fausses données. Donc, c'est important ce que je dis, parce que c'est des vies humaines qui sont en danger. Et donc, je voudrais attirer l'attention des autorités, en commençant par le ministre de la Santé, le Premier ministre et le Président de la République, pour qu'on trouve une solution à la question de l'INH. Parce que tout Togolais qui va à l'INH pour faire une analyse, il est sûr qu'en ressortant, les données qu'on lui fournit sont des données fiables. Les données qu'on lui donne sont des données fiables. Le Togolais ne peut pas partir à l'INH quand il sort, il doute s'il est O+, s'il est B+, s'il est A+, s'il est Z+, si ça existe. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Donc, si c'est le manque de réactifs, il faut en acheter. Si c'est le centre qui doit être rénové pour qu'il y ait plus de matériel performant, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'heure des matériels de pointe, il faut les acheter. Et ça, c'est pour la santé de tous les Togolais, indépendamment de leur couleur politique, de leur je ne sais pas quoi.
Il faut vraiment qu'on se mobilise pour ça. On a plusieurs femmes qui meurent en couche parce qu'on leur a fourni de fausses analyses et on leur a fait des transfusions sanguines et elles sont décédées. Ça se passe au Togo. On a plusieurs femmes qui sont mortes en couche parce qu'elles avaient besoin du sang. On leur a dit qu'ils avaient B+, alors qu'ils étaient des O+. On leur a fait des transfusions sanguines, elles sont décédées. Parce qu'au Togo, les gens ne portent pas plainte, les gens ne viennent pas sur la place publique pour exposer les problèmes qu'ils ont. Quand quelqu'un meurt, on dit non, que c'est Dieu même qui a voulu qu'il meure, on va l'enterrer. Mais, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien. Donc, vous avez plein de femmes qui meurent comme ça, en couche, à cause de faux résultats. Donc, j'espère que ce que je dis là, ça ne tombe pas dans les oreilles de je ne sais pas quoi, des oreilles de sourds. Et que on prendra la mesure de la situation. Voilà ce que je voulais dire sur l'INH. Maintenant, les autres laboratoires qui sont à Lomé, je n'en sais pas trop. Je ne vais pas me prononcer. Je ne me prononce que sur ce que je sais. Mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur l'Institut national d'hygiène. La dernière fois, oui, normalement, dans certains pays, il y a des observatoires, des hôpitaux, il y a des services de contre-expertise que l'État même a mis en place. C'est des inspections, les inspections des hôpitaux, les inspections du milieu de la santé, de laboratoires, qui interviennent de façon inopinée pour faire des enquêtes. Donc, il faut fondamentalement faire ça. Voilà. Alors, la dernière fois, j'ai lu ici un article de Jeune Afrique qui parlait des déboires de New World TV. C'est Jeune Afrique qui a écrit. Jeune Afrique, c'est un journal des dictateurs. Donc, ils ont leurs entrées à Lomé. C'est eux qui écrivent souvent pour magnifier Fonia Sibé. Mais ils savent mieux que moi que New World TV, c'est pour Fonia Sibé. C'est eux qui ont écrit qu'ils ont des problèmes. Moi, j'ai lu l'article. J'ai mis ma touche aussi un peu dedans. Les gens sont rentrés en transe à Lomé. Ça commence par raconter des histoires partout. Mais est-ce que ce que Jeune Afrique a dit, c'est faux? Pourquoi vous ne répondez pas à Jeune Afrique? C'est à moi. C'est moi qui ai devenu votre tête de Turc. Je vois même des gens qui se permettent même de dire si je suis journaliste. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, vous voyez tout le monde en blouse. Et les naïfs, quand ils voient tout le monde en blouse, ils appellent tout le monde docteur. Ils appellent le brancardier docteur, le garde-malade docteur, le sage-femme docteur. Ils appellent tout le monde docteur. C'est comme ça aussi dans la presse. Dans la presse, rares sont qui sont des journalistes. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à la radio, vous le voyez à la radio, qu'il est journaliste. Le journaliste, c'est le dernier degré. Il y a des techniciens, des réalisateurs, des cadreurs, des caméramans. C'est comme vous êtes dans une cour de récréation. Quand vous êtes dans une cour de récréation, les gens de CM2, CM1, tout ça sont mélangés. Mais c'est quand on siffle que chacun connaît sa classe. Et donc, vous trouvez des petits gougnafiers qu'on ne connaît nulle part, qui viennent donner des leçons à un journaliste confirmé mondialement. Vous voyez que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous imaginez? J'ai envie de placer un mot parce que c'est pas parce que je ne parle pas de New World TV que je ne sais pas comment cette télévision a été montée. Ceux qui travaillent même là-bas, je me demande s'ils savent comment cette télévision a été montée. Moi, je sais comment ça a été monté depuis des années. Et je connais comment vous êtes traité là-bas à New World TV. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une télévision panafricaine avec un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et vous payez des salaires de 40 000, 60 000 francs, rares sont ceux qui gagnent 100 000, et que parce que vous payez même des salaires de misère, que certains agents là-bas ne veulent même pas que l'argent transite par la banque parce que la banque va enlever 1000 francs et c'est une perte pour eux. Donc vous leur donnez de l'argent main à main.
Et vous dites que vous êtes une télévision alternative aux médias occidentaux et on s'en prend à vous. C'est parce que vous êtes un média alternatif aux médias occidentaux que vous payez mal vos employés, que vous payez aux gens des salaires de misère, que vous ne les déclarez pas à la caisse de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance, que vous leur payez moins que le SMIC. C'est ça votre alternative aux médias occidentaux? C'est parce que vous êtes une alternative aux médias occidentaux que vous payez les gens le 15 du mois prochain au lieu de les payer à la fin du mois. Le salaire de misère que vous leur payez même 15 après. La semaine passée, vous avez payé vendredi. C'est vendredi que vous avez fait le virement à 19h53. Le 14 mars, c'est à 19h53 que vous avez fait le virement. Les maigres salaires, les 50 000, les 60 000, c'est à 19h53 que vous avez fait le virement la nuit. Quand les sorciers se promènent, que vous faites vos virements. Je peux vous sortir les fiches de salaire de New York TV, je peux tout sortir. C'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux sortir tout pour montrer ce que vous êtes en train de faire. Et avant que l'argent n'arrive aux agents, elle passe par un cabinet, KGFI, qui appartient à une dame. Elle roule sur l'argent pendant un mois avant de leur donner. Ça rentre dans quelle orthodoxie de gestion d'une entreprise? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites comme information? Qu'est-ce que vous donnez comme information? Vous invitez des gens qui viennent insulter les chefs d'État, les traiter de tous les noms d'oiseaux, de raconter tout et n'importe quoi. Si les pays voisins, le Bénin, la Côte d'Ivoire, que vous insultez régulièrement sur New York TV, ils créent aussi des médias et ils invitent des gens pour venir insulter fort Nassimi matin, midi, soir. Vous serez content? C'est ça le professionnalisme? C'est ce que vous appelez professionnalisme dans le journalisme? Il y a plein de sujets à nommer, on ne vous voit pas. Vous invitez des tribalistes, des gens qui ont été miliciens dans leur passé, venir dire qu'ils sont panafricains. Depuis quand un tribaliste est panafricain? Quelqu'un qui crée la division entre les peuples de son territoire, il peut être panafricain. Depuis quand un tribaliste est un panafricain? Ou bien, vous ne connaissez pas le petit gris des gens que vous invitez à venir bavarder matin, midi, soir sur votre télévision? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Mais vous êtes des plaisantés. Ce truc-là, on l'a créé pour divertir les gens. Pour éloigner l'attention des Togolais des vrais problèmes. C'est comme on en a créé au Cameroun. Et on ne parle jamais de Paul Biya, de sa gestion. On ne parle que des autres pays. C'est l'idée qui était derrière ça. On a créé ça pour divertir la jeunesse. Donc on ne parle jamais des vrais problèmes du Togo. On se lève le matin, midi, soir, toute la politique africaine. Abonnez-vous. Talon, on insulte, je sais pas, Ouattara, on ne dit rien sur le Togo. Et pourtant, il y a des problèmes au Togo, énormément de problèmes. C'est ça l'idée qui est derrière. Après, on joue les matchs pour divertir les gens, alors qu'il y a des problèmes dans le pays. Et puis après, quand on parle, vous dites que oui, que Ferdinand est en mission. Qu'est-ce que vous racontez bien souvent? Qu'il est en mission pour les impérialistes. Qu'est-ce que vous mettez dans l'impérialisme? C'est quoi vos conneries? Moi, quand j'étais au Togo, là, j'étais le journaliste qui dénonçait le plus la politique française au Togo. Vous savez pas? Vous avez vu un journaliste qui était au Togo qui dénonçait beaucoup plus la politique française au Togo. C'est pas au Togo qu'un ambassadeur français s'est levé, il allait à la RAC pour fermer mon journal. Vous avez une fois vu ça? Vous avez une fois vu ça dans la diplomatie? Un ambassadeur, il se lève, il va à la RAC pour faire fermer un journal. Vous avez une fois vu ça dans la diplomatie? Qu'est-ce que vous appelez dénoncer? Être quoi je ne sais même pas ce que vous racontez souvent. Qu'on est quoi dans impérialiste. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous connaissez un seul journaliste qui a autant dénoncé Bolloré au Togo que moi? Quand Bolloré avait l'exclusivité du port là, vous connaissez un seul journaliste au Togo qui a autant dénoncé Bolloré que moi? Citez-moi un journaliste qui a autant dénoncé Bolloré que moi. Ferdinand. Retrouvez mes articles, ils sont en ligne. Tous les dossiers que j'ai fait sur Bolloré. Vous en avez fait combien? Vous qui êtes contre les impérialistes, vous en avez fait combien? C'est pas en se levant chaque matin pour crier à bas la France, machin, qu'on règle le problème des impérialistes.
Vous savez combien d'articles que j'ai fait contre Bolloré au Togo? Mes articles sont là, mes dossiers sont là contre Bolloré. Mais vous, vous avez fait quoi? Vous avez produit quoi? Je suis l'un des rares journalistes togolais qui a accepté mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous ai une fois dit ça. Je suis l'un des rares journalistes togolais à mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pas en racontant des histoires chaque matin qu'on lutte. Je suis l'un des rares journalistes togolais. La plainte est là, actuellement à la CEDEAO. Je suis l'un des rares journalistes togolais à accepter de mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré pour faux et usage de faux corruption à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez rien du tout. Les archives de Sylvanus Olympio. Je suis l'un des rares Togolais aux côtés de Jean-Sylvanus Olympio qui luttons pour la déclassification des archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je suis engagé aux côtés de Jean-Sylvanus Olympio pour lutter pour la déclassification des archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Qui le fait? On le fait en France, on le fait aux États-Unis. On le fait en France, on le fait aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de venir vous raconter tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Parce que vous pensez que quand on se lève chaque matin, il faut venir crier « Salut Macron, à part la France ». C'est comme ça qu'on est engagé dans la lutte. Mais vous êtes vraiment dans l'émotion. Donc j'ai voulu vous dire, restez dans votre coin là et gérez votre télévision à problème. C'est Jeune Afrique, votre propre allié qui a dit que vous avez des problèmes, c'est pas moi. Si vous n'arrivez pas à régler vos dettes, c'est pas Ferdinand qui est responsable. Donc voilà la réalité. Donc moi, je m'en fous de... Mais tant que vous allez utiliser New World TV pour abrutir les jeunes, pour endormir les gens, tant que vous allez utiliser cette télévision pour éloigner la jeunesse togolaise de l'essentiel, en faisant de la diversion, on va vous rappeler à l'ordre. Voilà. Je vais aborder tout à l'heure de gros dossiers. Et je vais vous poser la question de savoir, vous, New World TV, là, vous êtes des journalistes professionnels, vous ne savez pas que ces dossiers-là existent. Vous faites quelle production? Quelle production vous faites? Quand on a fait le Petrol Gate pour démontrer que des gens ont volé l'argent, avec un rapport de l'inspection générale des finances qui a confirmé les faits, vous avez invité des kidnappeurs qui sont venus là-bas pour m'insulter, pour dire que c'était faux, même avec un rapport de l'inspection des finances. Si vous étiez des journalistes, comme vous le dites, vous auriez pu faire l'équilibre de l'information. C'est ce qu'on demande à un journaliste, non? Vous avez fait vos faits d'armes où? Si vous étiez de vrais journalistes, avant de parler d'un rapport qu'un de vos confrères a sorti et que l'inspection des finances a confirmé, au moins si vous ne donnez pas la parole aux journalistes, vous donnez la parole à l'inspection des finances, au lieu d'inviter des kidam qui sont venus raconter leur vie. C'est ça que vous appelez journalisme? Ne faites pas que j'invite les Togolais à se désabonner de votre télévision. Je suis capable de le faire. Je peux le faire. Vous connaissez l'impact que j'ai dans le pays. Je peux le faire. Donc, faites très attention. Voilà, je passe. Alors, l'exclusion des 43 élèves de la région des plateaux. L'exclusion des 43 élèves dans la région des plateaux par la direction régionale de l'éducation. Ça a fait couler beaucoup d'encre, de salive et de tout ce que vous pouvez savoir. Chacun est allé de son commentaire. Et moi, je voudrais placer rapidement un mot pour qu'on passe à des sujets plus costauds. Est-ce que l'exclusion de ces élèves-là
qu'on accuse d'avoir enceinté des filles, est-ce qu'elle est légale? Est-ce que l'exclusion de ces élèves-là, est-ce que c'est légal? Je dis oui, c'est légal. Parce que c'est conforme à la loi. Et je vais vous lire tout à l'heure la loi. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que cette exclusion est juste? Je dis non. Est-ce qu'elle est légale? Je dis oui. Mais est-ce qu'elle est juste? Je dis non. Que ce soit, qu'elle soit légale ou juste, je vais donner mon point de vue tout à l'heure. Et quand je parle de légalité, c'est par rapport à la loi. Hein, c'est par rapport à la loi. Je vais vous lire ce que la loi dit. Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Qui comporte 42 articles. Elle a été délibérée le 29 novembre 2022, signée de la présidente Madame Yawad Tcheka-Dibori. Alors, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. La loi dit... La loi dit ceci, excusez-moi. Voilà. Loi numéro portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Chapitre 1, des dispositions générales. Chapitre 2, des mesures préventives et dissuasives. Donc, chapitre 1, des dispositions générales. Article 3. Au sens de la présente loi, on n'entend pas violence à caractère sexuel, tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise. On n'entend également pas violence à caractère sexuel, tout acte commis même avec son consentement sur l'apprenant victime de moins de 16 ans. Constitue notamment des actes de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement sexuel, la pédophilie, l'inceste, le VIOL, la séquestration avec l'intention d'obtenir de sa victime des faveurs sexuelles. Ça, c'est le point général. Je vais vous lire l'article 6. L'article 6 dit... Non, l'article 5 d'abord. L'article 5 dit... L'article 8 dit ceci. Parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question, pourquoi on a exclu les garçons et on a laissé les filles? L'article 8 dit ceci. Toute apprenante enceinte, c'est-à-dire une fille enceinte, a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite. Si l'absence fréquente ou prolongée au cours, formation ou travaux pratiques du fait de la grossesse compromet les résultats de l'apprenante, elle peut être autorisée à admise à redoubler. Toute sanction ou mesure prise en violation des dispositions du présent article est contraire aux intérêts de l'apprenante, est nulle et de plein droit. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais lire les articles, après on va faire les commentaires. Article 35. Je pense 35. L'article 34. Alors, l'article 34 dit ceci. Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, si l'auteur de la violation à caractère, de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier. Article 35. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être prononcées lorsque les violences à caractère sexuel constituent alors que l'auteur ou la victime n'est plus régulièrement inscrit au sein de l'établissement d'enseignement ou de centre d'apprentissage ou de formation. Voilà. Donc, il y a une loi qui réglemente cette question-là et qui punit les auteurs de ces actes-là. Et donc, sur la base de cette loi, qui n'a pas été suffisamment diffusée, donc les gens ne sont pas au courant, la sanction, elle est légale. Parce que la loi dit,
si tu enceintes quelqu'un, on t'exclut de l'école. Mais on laisse la fille continuer. Ça a été bien explicité. Maintenant, est-ce que la sanction, elle est juste? Est-ce qu'elle est juste? Là, il y a débat. Pour plusieurs raisons. Il y a débat parce que je ne sais pas par quelle méthode on a pu identifier que c'est X qui a enceinté Y. Je ne sais pas par quelle méthode on a pu identifier que c'est X qui a forcément enceinté Y. Parce qu'on peut attribuer une grossesse à quelqu'un qui n'en est pas l'auteur. Donc il faudrait que la direction régionale de l'enseignement nous dise par quelle méthode elle a obtenu les aveux qui démontrent que c'est Ferdinand forcément qui a enceinté, je ne sais pas, Ayele, Ayoko, Naka, je ne sais pas quoi. C'est Ferdinand qui a fait ça. Je ne sais pas s'ils ont fait des analyses, je ne sais pas, des analyses poussées, ou bien c'est juste de l'aveu, c'est la parole de la fille contre celle du garçon. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, je suis contre qu'on diffuse, c'est-à-dire, on a diffusé les noms, les prénoms, je ne sais pas, c'est l'âge ou quoi, on a diffusé ça, tout ça sur la place publique. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. On aurait pu le faire autrement. On aurait pu le faire autrement. Donc, ces deux points-là sont importants pour moi. D'abord, on n'a aucune assurance que c'est X qui a enceinté Y. C'est un problème de confrontation. C'est un problème de confrontation entre la fille et le garçon. Donc, les filles, souvent, étant à s'amuser avec tous les garçons, ça peut être la grossesse de je ne sais qui. Donc, il n'y a aucune certitude que la grossesse appartient forcément à X ou Y. Il n'y a pas eu de test ADN. Il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Donc, sur ce point-là, sur ce côté-là, je mets quelques points d'interrogation. Ensuite, sur la diffusion des données personnelles des enfants, on n'avait pas besoin de jeter les enfants en pâture en mettant leur nom. On peut dire qu'ils sont exclus. Ça peut être le nombre, 43 élèves ont été exclus. Ça, diffuser leur nom. Si quelqu'un veut peut-être consulter, il pourra aller à la direction pour se renseigner quels sont les élèves qui ont été exclus. Ou ça reste entre les enseignants. Mais jeter les noms comme ça sur la place publique, selon moi, ça n'a pas été assez bien réfléchi. Si les enfants agissent par émotion, les décideurs ne doivent pas agir par émotion. Donc, ils ne doivent pas communiquer les données personnelles des enfants sur la place publique. Mais, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est en réalité notre société qui est malade. Ça pose la problématique même de l'éthique, des valeurs et des principes qui régissent notre société. D'abord, l'école. D'abord, l'école. L'école. Chez nous, l'école. Est-ce que nous avons suffisamment tout ce qu'il faut pour faire épargner les élèves, même dans les localités les plus éloignées? Dans les localités les plus éloignées, est-ce que nous avons des bibliothèques? Est-ce que nous avons des centres de loisirs? Est-ce que nous avons je ne sais pas, est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que les élèves s'épanouissent en dehors des heures de cours? Parce que dans le village, vous avez des gens qui ont déjà un certain âge. Sur cette liste-là, vous avez vu un gars qui est en 6e qui a enceinté une fille. Donc, vous avez des gens qui sont déjà d'un certain âge. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique. On est à l'Internet. Où sont les bibliothèques? Où sont les salles informatiques? Où sont les lieux de loisirs? Les terrains de football? Où sont ça? Parce que le gars qui est à Badou, là-bas, où il fait froid, très froid à Badou, sur la montagne là-bas, quand il revient de l'école, il va au champ. Quand il revient du champ, il n'a pas de loisirs. Il a quoi? Mais s'il n'a pas de loisirs, pour atténuer son froid, il saute sur une fille. C'est ça la réalité qu'il faut sortir. Parce qu'on a montré que sur la montagne là-bas, à Badou, à Dani, tout ça, là, les gens sont très fertiles là-bas. Ça a tiré là-bas. C'est-à-dire que là-bas, les gens n'ont pas fait de cadeaux. Ça a tiré dans tous les sens. Mais pourquoi, dans cette zone-là, les gens se sont comportés comme ça? Parce que justement, il n'y a pas d'infrastructure qui puisse occuper les élèves en dehors
des heures de cours? Où sont les salles informatiques? Où sont les lieux de rencontre? Où sont les bibliothèques? Où sont les lieux de loisirs? Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Quand le gars revient de l'école, il va au champ, il revient du champ, il mange son foufou, il tire sur une fille. C'est ça la triste réalité. Donc, nous avons un système scolaire qui est encore en retard en termes d'infrastructures à déployer sur l'ensemble du territoire pour occuper les élèves. C'est la première des choses. La deuxième chose, il y a un manque criant de sensibilisation. C'est vrai que la loi que je viens de lire, la loi a dit qu'il faut sensibiliser dans tous les établissements scolaires les élèves sur la question le rapport au sexe et tout ça. Les questions de sexe. Mais il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Il n'y a pas de tournée de sensibilisation des ONG, des organisations qui sont parrainées par l'État qui vont sensibiliser les gens dans les villages. Donc, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ça, c'est troisième chose. Et deuxième chose. Troisième chose, c'est notre société elle-même. La banalisation que nous faisons du sexe. Quand vous prenez tout le Togo là, sauf si nous sommes des hypocrites, et nous avons l'habitude d'être des hypocrites. Quand il y a des problèmes, on passe à côté des problèmes, on s'occupe, on fait de la diversion. Vous voyez tous les chambres de passage qui se multiplient partout au Togo. Les chambres de passage, ça dit que les chambres de passage au Togo, ce qu'on appelle les auberges là, c'est dans tous les coins de rue au Togo. Et l'infidélité dans notre pays a pris des proportions énormes. Les chambres de passage sont partout. Comment voulez-vous qu'un pays qui ne vit que de l'alcool, de la boisson, de la bière et du sexe, les enfants ou les jeunes enfants, ils voient ce que font les aînés, ils voient ce que font les adultes. Si vous n'avez pas de modèle dans le pays, les enfants vont copier ce que vous représentez pour eux. Les enfants vont copier ce que vous représentez pour eux. Donc, au Togo, c'est les jeux de hasard, la Lonato, c'est les matchs Manchester contre Real, Paris Saint-Germain contre Marseille comme ce soir, et Liverpool et quoi dans les vidéoclubs. Quand les gens sont là-bas, ils mangent comment on appelle ça, petits colas, ils boivent la bière parce qu'ils savent que s'ils sortent de là-bas, ils vont aller tirer une fille. Et les lieux de débauche sont partout. Les lieux de débauche sont partout. Comment voulez-vous que ça ne reflète pas sur l'ensemble de la société? J'ai parlé 1000 fois de Palimé ici. Je vous ai dit comment ça se passe à Palimé. C'est le proxénétisme à Palimé à haute dose, impliquant des élèves. J'ai dit ça plusieurs fois ici. Que la ville de Palimé, c'est le proxénétisme à haute dose, avec des élèves. Il y a des gens qui ont des élèves qu'ils placent à tous ceux qui viennent le week-end à Palimé. Dès que vous arrivez, on vient placer une fille dans votre chambre. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'un pays qui est en déconfiture totale, sur le plan de la moralité, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éthique, qu'il n'y ait pas de conséquences dans les écoles? Qu'il n'y ait pas de conséquences dans les écoles? Quand vous prenez les dirigeants, quand vous prenez les dirigeants, oui, Marine, ils boivent Bachana, c'est ça. Vous voyez des élèves qui font des séances de partout, un peu partout. L'autre phénomène que vous savez là, les hommes, les femmes, c'est répandu chez nous. Mais on dit que la loi l'interdit, mais c'est répandu chez nous. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Tout le monde le sait. Nous tous, nous le savons. Les hommes, les filles, on sait comment ça se passe. Il y a même des autorités qui sont dedans. Il y a des autorités qui sont dedans. Les histoires de homme à homme, femme à femme, là, il y a des autorités qui sont dedans. Des artistes, il y en a plein. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve que c'est normal parce que tout le monde trouve son compte. Jusqu'au jour où ça arrive sur votre fille. Moi, je n'envoie pas ma fille à l'école pour qu'elle me ramène une grossesse. Je ne vais pas envoyer ma fille à l'école pour qu'elle me ramène je ne sais pas quoi. Je l'envoie à l'école pour qu'elle me ramène un bulletin et qu'elle me ramène un bon résultat. Mais, parce que la société est en train de se délicter, quand on en parle, les gens sont là à dire non, vous exagérez. C'est dans ce pays-là qu'on a dit un enfant de 7 ans ou 6 ans a
a été victime d'un abus sexuel dans un établissement scolaire, VIOL. À la Madone là-bas, il y a des gens courageux au Togo qui ont pris la parole pour défendre ceux qui ont posé cet acte-là. Le père de la victime qui se battait pour que justice soit faite à son enfant a été agressé. Personne n'a réagi. Nous avons trouvé ça normal. Nous trouvons ça normal. Un enfant de cours primaire